Un live consacré aujourd'hui à l'après-confinement, puisque le live précédent était justement consacré à comment bien vivre son confinement et quelles sources, quelles forces, quoi y trouver, les motivations, et on a aussi exploré beaucoup le pourquoi. Alors, un live où je vais vous parler de situation économique, de situation de virus et plein de choses. Alors, je ne suis pas devenu économiste, hein, pas spécialement, d'ailleurs mon comptable me dit que je ne fais pas assez d'économie. Je ne suis pas devenu non plus épidémiologiste, docteur en épidémiologie, pas du tout. Je crois que la dernière fois où j'ai joué au docteur, c'était quand j'avais 9-10 ans avec ma voisine. Moi, je m'en souviens. Elle, je ne sais pas, mais moi, oui. C'était bien sympa, mais depuis, non. Voilà. Je vais par contre vous montrer comment les outils du mentalisme peuvent vous aider non seulement à gérer, mais avant comprendre. Comprendre et comprendre pour savoir où on en est, comprendre pour vivre bien son présent et vivre ce présent en anticipant ce futur. Parce que nous sommes effectivement dans une crise sanitaire qui n'est pas du tout une guerre, ça on l'a déjà vu, qui est une crise sanitaire, mais le mot crise économique pourrait être pris avec des pincettes et on va revenir dessus. J'en profite là pour rappeler que le groupe ne demande qu'à ce que vous vous inscriviez dessus. On a mis pas mal de documents nouveaux, des exercices sur le groupe. Vous allez sur mon Facebook formation ou le Facebook officiel Pascal de Clermont et vous trouverez tout ce qu'il faut pour le groupe. Alors, le mentalisme va vraiment vous apporter des outils de compréhension et des outils de prévision. Et c'est un pan du mentalisme que vous ne connaissez pas trop, parce que je ne le mets pas souvent en avant, c'est le pan du mentalisme prospectiviste. Il n'est pas rare qu'on engage aussi des mentalistes pour faire de la prospective en consultation, c'est-à-dire essayer d'expliquer à une entreprise quels vont être ses futurs marchés. Ce n'est pas de la voyance, hein, c'est simplement une compréhension de l'économie globale, une compréhension de comment fonctionne le mental des gens, et surtout un sixième sens aussi, et une intuition, une méta-observation. Donc en mentalisme, le prospectivisme est quelque chose qui est très important. Alors, je dirais, même si aujourd'hui la situation nous semble un petit peu troublante, particulièrement troublante même, et pour paraphraser Pierre Dac, on ne sait pas du tout s'il est assez tôt pour savoir qu'il est trop tard, ou qu'il n'est pas trop tard. On n'en sait rien, ça c'est Pierre Dac qui disait ça. On a vu effectivement que ce Covid, l'apparition de ce Covid, parce que c'est lui, ça aurait pu être autre chose, était, si ce n'est prévu, au moins prévisible quand on voit le comportement de l'homme envers la nature. Mais je pense qu'il faudra différencier deux choses. On rentre dans une phase, effectivement, où l'homme commence à comprendre que le respect qu'il peut avoir des autres formes de vie, ouais, la non-exploitation permanente, le respect de la biodiversité sont intimement liés à sa propre santé, à son propre bien-être, à son propre mieux-être. Ça, c'est déjà une prise de conscience. Mais je pense qu'il faut totalement différencier, je vous dis, cette notion d'arrivée d'un virus et le niveau économique. Parce que je pense que cette crise est liée à ce qui va nous arriver économiquement, bien évidemment, mais simplement dans le cas d'un accélérateur. Alors, on sait très bien aujourd'hui que ce confinement, on n'est pas prêt d'en sortir et qui va vous servir à plein de choses. Ce confinement, on l'a vu, est un vrai travail de rencontre de soi-même, ça on l'a vu la fois précédente, d'apprendre à connaître un peu mieux qui est cette personne que vous voyez dans le miroir. Elle vous apprend aussi à voir qui sont ces personnes autour de vous, que ce soit les gosses que vous avez fait ou pas fait, la femme ou le mari, ou le partenaire ou la partenaire que vous avez choisi. Mais surtout, elle va vous permettre de comprendre qu'est-ce que votre vie. C'est un peu une parenthèse hors du temps qui nous est offerte. Pour ceux qui ont la chance d'être confinés, parce que je le répète, ce confinement que certains vivent comme une punition, croyez-moi, c'est véritablement une chance. Une chance, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient être à votre place, qui aimeraient avoir la capacité, la possibilité d'être en sécurité, confinés chez eux, et qui pourtant sont au front, au feu, et qui le payent
qui payent un lourd tribut pour ça, hein, que ce soit en termes de vie, en termes d'habitation. Il y a des gens qui sont virés de chez eux parce qu'ils sont ou elles sont infirmiers ou infirmières et que les propriétaires ont peur qu'ils ramènent le virus. Comme quoi la connerie n'a quand même pas de limite. Voilà. Je ne parle pas des animaux aussi qu'on abandonne, ce sera un autre sujet sur lequel je reviendrai peut-être tout à l'heure. Mais là, je parle vraiment de ceux qui aimeraient être confinés, mais qui n'ont pas cette chance. Donc, vous avez cette chance. Et pour peu que vous ayez un tout petit peu d'argent pour survivre, dans vos besoins vraiment primordiaux, et c'est ça qui est intéressant, revenir à ces besoins primordiaux, vous allez pouvoir le vivre de manière très bien. Mais surtout, il faut comprendre que c'est la roue du hamster qui s'arrête. Un petit peu comme si notre vie, quelque part, c'était une roue de hamster. Une roue de hamster dans laquelle on nous a enfermés. Mais avant tout ça, il y a quelque chose de très important qu'il faut faire. Vous avez un choix à faire. Un choix à faire, il devait être maintenant. Et le choix à faire, il devait être entre deux choses par rapport à ce live. Entre la pilule bleue ou la pilule rouge. Parce que vous avez encore le temps de ne plus écouter ce live avec attention. Vous avez encore le temps de ne plus regarder ce live avec attention et en tirer des conclusions. Vous avez le temps de ne plus avoir de profonde prise de conscience. Vous pouvez repartir dans l'oubli de la pilule bleue, comme si tout n'avait jamais existé, comme si tout ça n'était qu'un rêve, un mauvais rêve qui va s'arrêter, et vous dire que tout va redevenir pareil demain. En pire, mais pareil. Ça, c'est la pilule bleue, pour ceux qui n'ont pas vu Matrix. Et vous avez la pilule rouge, celle que vous allez pouvoir choisir si vous voulez savoir, comprendre, utilisez ce que je vais vous donner comme information dans ce live pour éclairer différemment vos ressentis, vos connaissances, faire vos recherches et comprendre, prendre conscience, accepter, avancer et évoluer. Ça, c'est la pilule rouge. Vous avez encore 20 secondes pour choisir la pilule que vous voulez. Et j'en profite de tenir ces pilules bien devant comme ça, de manière à ce que je puisse faire une bonne petite, comment on pourrait dire, un preview de la vidéo. Vous savez que quand on fait des vidéos, on voit une image, et là je pourrais choisir celle-là. Donc je vais sourire bêtement pendant 10 secondes, et ça me servira quand je ferai la preview de la vidéo sur Facebook. Voilà, je ne sais pas quelle pilule vous avez choisi. Personnellement, ça fait très longtemps que j'ai choisi la rouge. Mais vous avez encore le temps. Mais dans quelques secondes, ça sera trop tard. Vous serez forcé d'être face à vous-même, face à vos prises de conscience, face à certaines informations. Depuis 4-5 semaines, nous vivons un événement extrêmement particulier. Quelque chose qui se passe lorsqu'on fait des recherches anthropologiques ou sociologiques uniquement à peu près tous les 500-600 ans. Oui, j'ai bien dit ça, 500-600 ans. Ce qu'on est en train de vivre, on ne l'a pas vécu. L'humanité ne l'a pas vécu depuis la Renaissance. Et avant, c'était au moment de la bascule des systèmes féodaux. Et juste avant, c'était à peu près à l'écroulement de l'Empire romain. Vous voyez, si on remonte quasiment jusqu'à l'an 0, eh ben, il n'y a eu que 4-5 périodes, 3-4 périodes, pardon, comme ça. Ces périodes durent en moyenne, si on prend les études sociologiques, certaines disent 50, d'autres disent 40, d'autres disent 70 ans. On va dire entre 50 et 60 ans. Cette période, elle est extrêmement particulière. Elle n'est pas liée au virus. Le virus ne va être qu'un élément accélérateur. Un élément qui va démultiplier la vitesse où justement ça va se passer. Et qu'est-ce qui va se passer ? À peu près tous les 500 ans, les systèmes de vie, les modes de fonctionnement de la société changent radicalement. À peu près tous les 500 ans, les systèmes de vie, les modes de fonctionnement de la société changent radicalement. Alors bien entendu, ils ne changent pas en une journée. Ils changent en 50 ou 100 ans, je vous l'ai dit. Mais d'un seul coup, il n'y a pas un mode qui apparaît, et POC, il remplace tout. Non, il apparaît un tout petit peu, et puis il augmente. Et simultanément, vous avez l'autre mode de vie qui est tout en haut, et qui lui arrête de monter et décroît pendant que l'autre monte, jusqu'au moment où ils se croisent. Et le moment où ce nouveau mode de fonctionnement de la société croise l'ancien mode de fonctionnement de la société, eh bien, c'est un petit peu comme quand on est en avion et qu'on passe les nuages. Il y a des turbulences, mais on voit le soleil. C'est exactement ce que nous sommes en train de vivre sociologiquement aujourd'hui. Aujourd'hui,
On est en train de vivre le moment où le nouveau mode de fonctionnement est en train de dépasser l'ancien mode. Il a passé ce croisement et l'ancien mode décroît et le nouveau mode croît. Ça fait à peu près 50 ans que ça a commencé. Beaucoup de sociologues sont assez d'accord là-dessus. Ça a commencé, ces prises de conscience, à partir des années 70. Crise pétrolière, et dès les années 70, on commence déjà à trouver pas mal d'ouvrages qui parleront de la surpopulation, qui parleront donc de la surpopulation, qui parleront de la manière dont l'homme déjà maltraite la nature, dont l'homme déjà maltraite l'homme. Comment voulez-vous qu'il respecte la nature quand il ne respecte même pas ses congénères? Et l'inverse, comment voulez-vous qu'il respecte ses congénères quand il ne respecte même pas sa propre mère nature? Pour rappel, nous avons beaucoup plus besoin de la nature que la nature n'a besoin de nous. Voilà. Donc, cet ancien mode de vie qui est là depuis la Renaissance, on pourrait dire, est un mode plus politisé, plus centralisé, plus hiérarchisé, qui est un mode qui s'est accéléré vers les années 1900 avec le taylorisme, le productivisme, et qui a, je dirais, fait tous ses ravages de manière accélérée. Ce monde, c'est effectivement ça, la crise économique. Parce que lorsqu'on dit on est en crise sanitaire, on est d'accord. On est en crise économique, ça se discute. On est en crise d'une économie, l'économie de l'ancien système. Un système qui, au profit de quelques têtes tout en haut, exploite complètement la base. Un système où ni vous, ni moi ne gagnons, nous ne faisons que perdre et dépenser. Un système qui est très simple, une tête composée de quelques poignées de multimilliardaires qui dirigent vraiment tout, l'information, les journaux, les grosses compagnies, qui dirigent le monde. Ces gens-là posent sous eux, pour exécuter leurs ordres, des petits pantins ridicules qu'on appellera les chefs d'État, les hommes politiques, qui n'ont qu'un seul boulot. Le seul boulot de ces pantins, c'est de faire en sorte qu'en dessous, vous, moi, nous, le bétail, on produise. On produise quoi? On produise de la richesse. Et de la richesse pour qui? Pas pour nous. Non, surtout pas. Si on commençait à avoir de la richesse pour nous, non. Qu'on produise de la richesse pour au-dessus. Au passage, les pantins prennent leur dîme, on appelle ça la corruption, et c'est surtout tout en haut. Cet ancien système-là, lui, effectivement, est en crise. Lui est effectivement le système qui est en train de s'écrouler. Pourquoi il s'écroule et pourquoi il ne peut que s'écrouler? Il ne peut que s'écrouler parce que ce système uniquement productiviste et financier, qui est composé de grandes banques, de décidents, d'hommes politiques, enfin les hommes politiques sont plutôt en dessous on va dire, eh bien d'investisseurs, ce système est un système qui ne peut fonctionner qu'avec une production croissante, une consommation croissante, toujours moins chère, toujours produire plus pour faire consommer plus à plus bas prix et pour entretenir l'envie, le désir d'avoir toujours plus. Pour ça, il va demander une démographie en constante évolution et accroissement. Ce qui veut dire qu'on est face à un système qui est sur une planète qui ne peut produire que si la démographie cavale vers le haut alors que les ressources descendent à vitesse grand V. Les ressources non renouvelables. Ensuite, en ce qui concerne les ressources renouvelables, on est très très loin globalement, c'est que le solaire, un peu l'éolien, mais vraiment globalement que le solaire sur lequel on peut compter. Ces ressources-là, il faut savoir qu'elles ne seraient pas du tout capables d'alimenter la planète. Je pense que 20% de la population maximum, selon les économistes et selon les prospectivistes, les ressources renouvelables aujourd'hui ne seraient capables de donner de l'énergie et des ressources pour à peu près que 10% de la population, laissant les 90 autres pourcents sans aucune ressource, électricité, eau et quoi que ce soit. Un système qui est moribond de toutes les façons, auquel s'accrochent ceux qui ont fait leur vie autour de ça. Et c'est ce système-là qui est en crise. On peut dire que oui, il y a la crise d'une économie moribonde, une économie qui sombre. Et la vraie question qui va pouvoir être posée et que vous allez vous poser, et ce confinement va vous servir à ça, c'est qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui? Est-ce que vous voulez désespérément vous accrocher tels des vieilles moules sur un rocher alors que le rocher est en train de sombrer au plus profond d'une abysse de plus en plus obscure et froide? Ou alors est-ce que vous voulez faire partie des forces naissantes du mouvement ascendant? Et on va voir
Qu'est-ce que c'est que ce mouvement? Quels sont les métiers? Comment vous pouvez votre activité la modifier, la métamorphoser pour prendre ce courant ascendant et faire partie de ceux qui mènent cette nouvelle ère évolution. Révolution écrit en deux mots, ère, révolution. Ça va vous demander effectivement un travail, mais de toutes les façons, il n'y aura pas le choix aujourd'hui. Plus on va vers l'avenir, plus soit on s'accroche désespérément à cette roche lourde qui est l'ancien système et qui chute désespérément au fond des abîmes, et le point est déjà dépassé, hein, vous voyez, clac, on en est là, hein, le courant montant, ils se sont croisés. Et quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, quelles que soient les modifications qu'on veuille faire, ce système est mort tout simplement parce qu'il ne peut pas fonctionner sur une planète aux ressources finies, tout simplement. Voilà. Et c'est un vieux système. Ou alors, voulez-vous faire partie de ce nouveau système, ce nouveau mode de pensée, ce nouveau mode de consommer, ce nouveau mode de travailler? Et là où cet arrêt, cette parenthèse hors du temps, est à mon goût extraordinaire, fabuleuse, fondatrice, c'est qu'elle va vous permettre d'arrêter la petite roue du hamster. Alors c'est quoi la petite roue du hamster? Je pense qu'on a tous eu des hamsters courir, cavaler les pauvres dans une roue, toujours plus vite en essayant de se rattraper eux-mêmes. C'est nous. Le hamster, c'est nous. C'est vous, c'est moi. C'est nous avant le confinement. Alors qu'on courait après quoi? On courait après notre temps qui nous était volé. Pourquoi il nous était volé ce temps? Pourquoi est-ce qu'on nous maintient occupés? Pour qu'on n'ait pas le temps de penser. Quand on demande à beaucoup de gens, est-ce que l'environnement est important? Ils vont vous dire, bien sûr que l'environnement est important, bien sûr que la biodiversité est importante. Mais pourquoi ils n'agissent pas plus? Parce qu'ils n'ont pas le temps de penser à ça. Ils ont tellement besoin de temps pour gérer leur vie, entre guillemets, cette vie qu'on leur crée, qu'on leur fait faire, à qui on donne des besoins avec le marketing, à qui on fait croire que la réussite, c'est la grosse voiture, c'est la belle maison, c'est le terrain, c'est une deuxième maison, c'est un chalet à machin, c'est un bateau, à qui on fait croire que rien qu'en achetant une belle voiture, eh ben, ils vont pouvoir être fiers, qu'en amenant leur enfant dans la secte de Mickey à Euro Disney, ils vont avoir de la fierté. Tout ce genre d'illusions qu'on nous vend en termes de marketing, et ça depuis l'existence du marketing, c'est simplement pour une seule chose, pour nous permettre de ne plus penser, pour nous permettre de continuer à tourner dans la petite roue du hamster, où quelque part on produit de la richesse, on en a un tout petit peu, on nous en laisse juste assez, de cette richesse produite pour qu'on ait peur de la perdre et donc qu'on se taise et qu'on continue à courir. Quand on y réfléchit par rapport à toute la richesse que l'on produit, nous, en tant qu'humains, en tant que bétail, on nous laisse juste ce qu'il faut pour qu'on ait assez pour avoir peur de le perdre. Parce que si on n'avait plus rien à perdre, là, ça serait encore plus dangereux. Et il n'y a qu'à voir la manifestation et le grand mouvement des Gilets jaunes, qui même s'il y a beaucoup à dire dessus sur sa désorganisation, sur son manque de coordination, etc., étaient quand même les prémices, quelque part, de quelque chose qui va grandir. Parce qu'il ne faut pas croire, même si le confinement a arrêté les retraites, les réformes sur les retraites, le mouvement des Gilets jaunes, tout ça ne peut pas s'enterrer, faire pouf, pouf, pouf. On imagine que ça n'existe plus. Non, ça va recommencer plus fort parce que c'est un mouvement qui est dans le sens de l'évolution des choses. Donc revenons à ce petit hamster. C'est vous, c'est moi. Et toute la vie, on court après notre propre vie. Ce hamster qui court après lui-même dans sa roue en allant toujours plus vite. Parce que l'arrière de la roue l'entraîne à aller plus vite devant, et inversement, quand il va avec ses pattes, il est propulsé, et les pattes de derrière doivent encore carburer encore plus, qui donne plus de vitesse à la roue devant, donc il accélère à courir comme un dératé, jusqu'à des fois en mourir d'une crise cardiaque. Beaucoup de hamsters meurent d'une crise cardiaque, et beaucoup de petits animaux qui courent dans ces roues meurent d'une crise cardiaque, comme nous, parce qu'on court dans cette roue. Or, qu'est-ce que ce confinement nous apporte? Ce confinement est extraordinaire, parce que d'un seul coup, la roue, elle s'est bloquée. La roue, elle s'est arrêtée. Et c'est un petit peu comme si on roulait sur une autoroute à toute vitesse, où on voyait que la route, obligé de voir que la route, parce que la moindre faute d'inattention nous mettrait dans le décor. Et on ne voit pas le paysage, on ne voit pas le temps qui passe, on ne voit pas ce qui se passe, on ne voit pas qu'on gâche notre vie, qu'on perd notre vie à courir après quelque chose, on ne sait pas quoi. On court après un argent qui va nous servir à acheter une voiture,
à acheter des vêtements, juste pour pouvoir aller travailler, pour gagner cet argent qu'on a dû emprunter pour acheter la voiture et l'argent, juste pour pouvoir travailler. Donc on nous fait travailler pour repayer ce qu'il nous faut emprunter. Puis on a juste un petit peu quelques loisirs à côté, à peine, juste pour qu'on ait le temps de se dire qu'on n'a pas tout à perdre. Et là pourtant, dans ce confinement, la roue s'est arrêtée. Et c'est pour ça que ça fait tellement peur. Ça fait tellement peur au système économique. Ça fait tellement peur au gouvernement qui ne sait pas comment redémarrer. Parce que tant qu'on est confiné, on est censé être à peu près sage. On n'a plus le droit de manifester, on n'a plus le droit de se réunir. On a juste le droit d'aller à la fenêtre, taper sur des casseroles pour remercier ceux qui nous sauvent la vie. Ça, on a encore laissé le droit, tout juste. Mais ça va s'arrêter à un moment, ce confinement. On ne sait pas quand, mais ça va s'arrêter. Et cette roue, justement, pendant ce confinement, elle s'est arrêtée. Et d'un seul coup, le hamster, il s'est rendu compte, d'abord, qu'il pouvait très bien être parfaitement en équilibre, et même peut-être beaucoup plus équilibré, s'il arrêtait de courir comme un fou, après il ne sait même plus quoi. Comme nous-mêmes passons notre vie à courir après on ne sait quoi. On passe notre vie à exister, juste exister, survivre au présent et vivre au passé et au futur, quand on y pense. C'est ça la vie pour beaucoup d'entre nous. Exister juste et vivre au futur ou vivre au passé, en se rappelant de ce qu'on a eu, de ce qu'on a été, ou en se disant qu'à la retraite, on aura enfin le temps de. Et en attendant, on n'existe pas. Plus on a d'éveil, plus on a de développement personnel, plus on s'échappe de ce modèle. Mais ce modèle, on l'a tous dans certaines proportions, et bien souvent beaucoup plus importantes que les proportions qu'on croit. Mais là, la roue s'est arrêtée. C'est un petit peu ce hamster qui se rend compte d'abord que cette roue arrêtée, il vit très bien. Il est en équilibre. Après tout, il n'a plus besoin de courir. Comme il y a plein de choses dont on n'a plus besoin. Là, nos besoins fondamentaux se sont relativement limités à ce dont on a besoin pour manger et du papier toilette. Mais ça, c'est autre chose. Voilà. Et c'est tout. On s'est rendu compte de toutes ces choses après lesquelles on courait et dont on n'a pas besoin. Alors oui, ça fait du vide parce que ce hamster, quand sa roue s'est arrêtée, il s'est demandé ce qui se passait. C'est un petit peu comme les deux petites souris du bouquin du best-seller connu mondialement que je vous engage à lire si vous ne l'avez pas fait, malgré que le titre puisse vous amener à vous demander pourquoi je vous propose de lire ça. Ce fameux bouquin dont je ne me rappelle pas le nom de l'auteur, mais qui s'appelle « Qui a piqué mon fromage ?» qui est l'histoire de deux petites souris qui tous les jours allaient dans un endroit trouver leur fromage et d'un seul coup elles y arrivent et il n'y a plus de fromage. Comment elles vont gérer le changement? Comment elles vont faire preuve de résilience? Elles vont faire preuve d'adaptabilité? Elles vont faire preuve d'inventivité? Comment elles vont d'abord croire que ce n'est pas possible et revenir le lendemain? Et comment elles vont s'adapter à ce changement? Qui a piqué mon fromage? À lire, ça se lit en 10 minutes, enfin allez, en 1 heure, mais c'est vraiment porteur de sens. Vous trouverez ça sur n'importe quelle librairie en ligne ou dans une librairie qui veut bien ouvrir. Donc notre petit hamster, il a pu descendre de sa roue et se rendre compte qu'autour de lui, il y avait tout un monde dont il voulait profiter. Tout un monde qui est ce qu'on voit. On revoit la nature. Je ne vais pas vous refaire le couplet, que les animaux revivent enfin. C'est quand même dommage que nous, on ait à étouffer pour que la nature respire. C'est quand même triste, mais c'est comme ça. Ce hamster, il se rend compte qu'il n'a pas besoin de courir. Il se rend compte qu'il y a plein de choses dont il n'a pas besoin pour enfin vivre au présent, même si au début c'est un peu déstabilisant. Et c'est ça qui est extrêmement effrayant pour ce système. Parce que ce système financier, ce système d'oppression n'a qu'une idée, nous remettre dans la roue. Et là, vous allez voir, je mets ma main à couper que dès la fin de ce confinement, mondialement, dans les médias, dans les politiques gouvernementales, on va nous dire « c'était un cauchemar, vous inquiétez pas, dormez en paix, maintenant on a compris, on veille sur vous, recommencez, revenez reproduire de la richesse ». Par exemple, là j'écoutais le clown du MEDEF, je ne sais pas comment il s'appelle, mais on lui mettrait un nez rouge, ce serait pareil, qui nous disait « les Français vont devoir retravailler plus pour émettre un gros coup de collier pour créer de la richesse ». Ah oui, pour redémarrer la fameuse roue économique. Et oui, ah oui, on va devoir travailler pour quoi faire au final?
pour engraisser ceux d'en haut. Mais peut-être qu'on n'a pas envie. Peut-être qu'on n'a pas envie de recommencer ça. Peut-être que justement, pour certains d'entre nous, je ne dis pas pour tous, la leçon aura porté ses fruits. Alors, je n'ai pas un espoir phénoménal dans l'être humain. Mais j'ai quand même la croyance que 20% d'entre nous vont comprendre. 20% d'entre nous vont regarder cette roue et dire « ben non, cette roue, je ne remonterai pas dedans. Je vais travailler différemment. Parce que ça va peut-être me coûter, mais rien n'est plus précieux que mon temps. Rien n'est plus précieux que ma liberté. Rien n'est plus précieux que ma vie. Et même si ça m'oblige à changer d'orientation professionnelle, changer la manière dont je fais les choses, eh bien, je ne remonterai pas dans cette roue. Et je pense que si on arrive à atteindre 20% de la population mondiale, globale, qui arrive à avoir cette prise de conscience, ou même 20% dans un pays, on est sauvé. Parce que si on en croit la loi de Pareto, ces 20% sont capables de bouger 80% des choses. Et c'est sur ça que j'ai espoir. C'est sur ça que je mise. Qu'à la reprise, les gens, au moins 20% disent « on veut travailler différemment, on a compris, on veut changer les choses, on veut une dynamique, on veut un mode de fonctionnement qui n'est plus cet ancien monde financier de décidants et d'exploitants. » Pourquoi je dis décidants et pas décideurs? Parce que pour moi, tous ces gens, tous ces politiques ne sont que des décidants. C'est-à-dire ils prennent des décisions, mais ils n'en ont pas la compétence. D'ailleurs, on a vu dans la gestion de la crise, mais ça se réglera plus tard. On a vu dans la gestion des masques, mais ça se réglera plus tard, ce n'est pas le moment. Ce ne sont que des décidants, ce ne sont pas des décideurs. Ils n'ont ni la transparence, ni la compétence, ni l'intégrité, surtout pas l'intégrité, pour être des vrais décideurs. Ceux qu'on aimerait avoir devant nous, ceux qu'on aimerait avoir pour nous aider, ceux qui en aimeraient qu'ils soient nos représentants, et pas simplement des fantoches mis en place pour tenir le bétail. Donc, un 20% de gens qui vont faire bouger les choses et qui vont se rendre compte que cette courbe ascendante, eh bien, c'est le moment de la prendre. Et c'est ce que je souhaite, que vous la preniez. Et c'est pour ça que le mentalisme, entre autres, contient tout un ensemble d'outils et de techniques qui vont vous permettre de travailler, de passer ce changement. Parce qu'il ne faut pas rêver, ça ne sera pas simple. Ce changement va vous demander de changer des modes de fonctionnement, de modes de pensée. Et si vous avez dépassé la trentaine, comme moi, même si ça se voit à peine, notre structuration mentale, oui, notre structuration physiologique, notre câblage cérébral, eh bien, il n'est pas du tout habitué à ces nouveaux modes de fonctionnement. Il faut être très clair. Vous savez que l'être humain a, on pourrait dire, gagné sa suprématie sur la planète d'une seule manière. Suprématie qu'il aurait mieux fait de ne pas garder. Gagner, enfin une suprématie technologique, qu'on soit bien d'accord. Tout simplement parce que l'être humain fait partie des bébés, comme les grands singes et les primates d'ailleurs, qui naissent pas finis, qui naissent totalement prématurés. Pour ceux qui ont eu la chance d'être à la campagne et qui ont vu naître des petits poulains, eh ben, une demi-heure après ou une heure après, ils courent. Des petites souris, une heure après, elles gambadent. Ou ils bougent. L'être humain, non. Il va rester dépendant, extrêmement dépendant pendant plusieurs années. Ce qui est impossible pour un animal dit sauvage, mais qui sont bien moins sauvages et barbares que les humains, et loin de là. Mais en revanche, parce que le cerveau de l'enfant ou du petit primate naît complètement prématuré, il va pouvoir se câbler totalement en fonction de l'univers et du contexte, du lieu et de l'environnement dans lequel il naît. En quelque sorte, un tiers du cerveau est fini à la naissance. Les 2 tiers des câblages vont se faire en fonction des conditions dans lesquelles il vit. Et le câblage pour un petit Esquimau ne sera pas le même que le câblage pour un Africain, ne sera pas le même pour quelqu'un qui vit dans une grande ville, ne sera pas le même pour quelqu'un qui vit totalement dans la campagne. Et ça fait une puissance énorme parce que l'humain de ce fait est extrêmement adaptable dès la naissance et adapté à son environnement. Alors après, notre cerveau a tendance à travailler de la même fonction, notre câblage est quand même assez bien fait, mais nous avons un cerveau d'une plasticité extraordinaire qui va nous permettre toute notre vie de faire des nouvelles liaisons. Des nouvelles liaisons. Voilà. Ce qui veut dire que
À partir d'un certain âge, oui, ben on a du mal. On a du mal. Comme nos parents ont eu beaucoup de mal à se mettre à l'informatique pour la plupart. Parce que leur cerveau n'était pas câblé pour prendre l'information de cette manière. Nous, on a beaucoup de mal à partir de 30 ans, 35 ans, on a beaucoup de mal à 40. On a beaucoup de mal à prendre l'information avec tous ces tutos YouTube, tous ces mocks, tous ces machins comme ça. Alors, nous, on a l'habitude de lire, on a l'habitude de cours plus doctoraux, on a l'habitude surtout de lire. On a un cerveau qui sait prendre l'information parce qu'il lit par l'expérience, mais par la lecture, par notre propre expérience. Alors que les cerveaux actuels des enfants sont adaptés à un apprentissage par la vidéo, un apprentissage par l'expérience de l'autre qu'il peut intégrer comme la sienne, qui n'est pas du tout, quelque part, notre mode de fonctionnement à nous à partir d'un certain âge. Mais on peut le changer. D'ailleurs, il va falloir qu'on le change. Il va falloir le changer, pourquoi? Parce que notre génération à nous, la génération des gens à partir de 35, 40, 45, on a une chance et une déficience. Notre déficience, c'est que notre cerveau n'est pas adapté à ce nouveau mode de fonctionnement, ça c'est certain. Et on a toute une génération montante avec des cerveaux parfaitement adaptés. On va voir dans quelques minutes quelles sont ces adaptations, quelles sont ces qualités particulières, que j'avais commencé déjà dès 2015 à expliquer dans mon livre « Vos enfants sont hypermentalistes, mais vous ne le savez pas ». Voilà, où je parlais de cette adaptabilité, enfin de toutes ces qualités-là. C'était les 9 piliers de l'enfant hypermentaliste, donc l'enfant à haut potentiel mental. Donc, qui sont à mon avis d'ailleurs, c'est les clés qui vont déverrouiller la situation. Voilà. Donc, nous on a la déficience par rapport à ça, mais on a le recul, on a l'expérience, on a une forme relative de sagesse due à l'expérience. On a moins d'énergie. On a moins de volonté de faire les choses. C'est normal, on les a faites il y a longtemps. On en a marre, on est fatigué. On n'a pas envie de recommencer une énième fois. Ça vous rappelle quelque chose? À moi aussi, c'est pareil. Et de l'autre côté, on a tout un ensemble, une énergie jaillissante de générations jeunes qui ont, eux, la chance d'avoir un cerveau, la chance adapté, d'avoir un cerveau totalement en adéquation avec ce nouveau mode de fonctionnement qui est le leur et qui va être le leur, mais à qui il manque quelque part le recul, à qui il manque un certain discernement. Mais ils ont l'énergie, et ils sont prêts à tout faire, n'importe comment, mais à tout faire. Et bien justement, en alliant, je dirais, l'énergie créatrice bouillonnante de ces générations avec le recul et la relative sagesse qui vient, quelles que soient les conneries qu'on ait faites, avec le temps et l'expérience, on prend de la sagesse à force de prendre des baffes. Le temps est nécessaire par rapport à ça. Eh bien, en alliant ces forces, on va vraiment pouvoir contribuer à faire avancer les choses. Mais il ne faut pas rêver. Ce ne sont pas les gouvernements, ce ne sont pas les investisseurs, ce ne sont pas les banques qui vont faire avancer les choses. C'est nous. C'est en prenant la responsabilité en tant que peuple de dire qu'on veut que les choses changent. On veut pouvoir enfin trouver un monde dans lequel on se reconnaît. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais en ce qui me concerne, ça fait des années que je ne me reconnais pas du tout dans ce monde. Ça fait des années que je ne me reconnais pas dans ces valeurs mercantiles, de marchandisation du monde, de profit à tout prix, où la seule marque de réussite, c'est d'avoir plein d'employés, que la seule marque de réussite, c'est faire plein d'argent, d'écraser le maximum de monde, d'exploiter le maximum de monde, d'avoir plusieurs maisons, d'avoir plusieurs voitures. Je ne me reconnais pas là-dedans. Ça fait des années. Mais il y a un espoir, il y a une lueur, c'est l'arrivée de ce mode de fonctionnement qui monte comme ça et l'autre qui décroît. Et ce monde dans lequel on se reconnaît, dans un monde qui est en accord avec nos valeurs, c'est celui qu'on pourrait commencer à entrevoir, parce que ce monde, il va arriver. Et la crise actuelle n'est qu'un accélérateur qu'on va s'empresser d'essayer à coup de marketing, à coup de propagande, de nous faire oublier, pour que tout redevienne pareil, pour qu'on redevienne producteur de richesses pour notre pays qui gère si bien ses masques, qui gère si bien sa politique de santé, qui préfère financer l'aviation à financer le système ou la défense, plutôt que sinon financer le système des retraites ou financer le système social. Hein. Ce pays-là, cette richesse-là, eh ben, non, on n'a plus envie de la produire.
enfin en ce qui me concerne. Eh bien, on va essayer de nous dire, revenez dans votre roue les petits hamsters, regardez, on vous donne une petite prime, regardez, on va vous vendre que c'est tellement important d'avoir une nouvelle voiture, c'est tellement important d'avoir cette nouvelle maison, on va vous donner une petite prime pour vous faire oublier, on va dire c'est bien, une petite caresse sur la tête, et hop, c'est reparti dans la roue. Non, il faut qu'un maximum de gens comprennent qu'il n'y a pas de futur à ce système. Il est totalement en écroulement, il coule dans les abysses, et tous ceux qui s'accrocheront à ce système au niveau professionnel ou personnel le paieront, je dirais, par le fait qu'ils vont couler avec. On va maintenant voir, dans quelques minutes, je vais vérifier mes petites notes, voir comment s'adapter à ce système et de quoi il y a besoin pour ce système. Ce système est là pour sauver ses fesses, pour sauver sa peau. C'est lui qui décide. Et il décide quoi? Il décide de sauver ce qui l'arrange. C'est à nous de lui enlever ces instruments de nuisance. Et pour ça, ils vont partir, ces instruments de nuisance. Ils s'accrochent désespérément en essayant de sucer le plus possible jusqu'à l'effondrement total. Mais cet effondrement, eh bien, il est en train d'être en cours. Alors bien sûr, ils vont pouvoir essayer de mettre des emplâtres, hein, faire oublier au peuple ce qui s'est passé. Mais il va falloir qu'on se rappelle. Il va falloir qu'on se rappelle comment c'était quand la roue est arrêtée et qu'on ne laisse plus personne nous soumettre. Parce que quelque part, cette vie dans laquelle on nous a enfermés, c'est une vie, un esclavage auquel nous avons librement consenti pour devenir des consommateurs addictifs, pour devenir des travailleurs soumis, et tout simplement, pourquoi? Dans l'espoir d'avoir une plus jolie voiture, une plus jolie maison, des plus jolies chaussures, un plus joli téléphone, les dernières Nike, et tout ce genre de trucs qui n'ont strictement aucune forme d'intérêt. Tout ça, ce ne sont que des faux bonheurs qu'on nous vend à terme de marketing pour nous faire consommer pour qu'on prenne des crédits, pour qu'on ait besoin de l'argent, et l'argent n'est que de la dette quelque part. L'argent n'est qu'un système de dette, et qu'on continue à travailler pour produire de la richesse pour ce système financier. Eh bien, si vous faites partie de ces 20% qui disent non à ce système, eh bien, on va accélérer et on va vraiment pouvoir avancer et faire avancer les choses. Et c'est ça, en ce moment, qui se joue. C'est rien de moins, rien de plus, mais rien de moins que la manière dont l'ancien système va essayer encore de maintenir quelques esclaves, ou s'il va être balayé complètement. C'est tout simplement ce qui est en train de se jouer. Et c'est pour ça que tous les systèmes politiques, les systèmes financiers ont tellement peur de ça. Ils ont une trouille bleue de ça, que ce soit d'une manière pseudo-démocratique ou d'une manière totalement autoritaire dans comment on appelle ça, des démocratures qui tiennent plus de la dictature que de la démocratie. Comment on nous gouverne? On nous gouverne avec la peur. Alors on va dire, tiens, par exemple, le nombre de morts. Il n'y a pas une journée, il n'y a pas une demi-journée sans qu'on nous donne le nombre de morts du Covid-19, qu'on nous donne le nombre de morts dans tel pays, le nombre de morts dans des EHPAD, le nombre de morts global, le nombre de morts dissimulés par tel et tel pays. Ça, c'est vrai, c'est important, bien que nous dirait que ça augmente ou ça descend, ça nous suffirait. Par contre, nous parle-t-on du nombre de morts sur la route, du nombre de morts d'accidents de la route. Voilà aussi un nombre de morts important. Mais celui-là, on nous en parle beaucoup moins. Mais alors vraiment beaucoup moins. Et pas que maintenant. On nous en parle de temps en temps, quand c'est la journée de la sécurité routière. On nous en parle juste avant de partir en vacances, histoire de nous mettre un peu les pépettes pour qu'on roule moins vite. On nous en parle à la journée de la sécurité routière pour faire prendre conscience. Mais le reste du temps, on ne nous en parle pas. Pourquoi on ne nous en parle pas? On ne nous en parle pas parce que la sécurité routière, dans sécurité routière, il y a sécurité, mais il y a surtout routière. Et sur la route, il y a quoi? Il y a des voitures. Et les voitures, ça se vend. Les voitures, ça rapporte de l'argent. Surtout si on nous amène à croire qu'il faut qu'on la change tout le temps pour qu'elle soit plus jolie que celle de la personne, de notre supérieur ou de notre collaborateur, hein, ou de notre voisin. Avoir une plus belle voiture pour se la péter un peu plus. La voiture, ça rapporte. Alors, on ne va pas trop nous parler des morts sur la route. Le Covid, ça rapporte que si ça fait peur. Et cette peur, c'est comme ça qu'on essaye de gouverner le monde. Et le peuple, et le tenir, par la peur. Par le fait qu'il ait peur de perdre le peu qu'il a, peur de perdre sa vie, peur de perdre son travail, qui croit être la seule chose auquel il est bon.
Ce n'est pas vrai. Vous êtes bien plus doué que ça. Et c'est en restreignant vos capacités qu'on vous gouverne. Pourquoi croyez-vous que l'éducation des enfants, qui pourrait être faite de manière totalement différente, comme le font les écoles alternatives, est si limitée? Parce que le but des systèmes éducatifs standards d'État ne sont pas de faire des individus équilibrés, ne sont pas de faire des individus bien dans leur peau. Le but est simplement de préparer des consommateurs addictifs, des travailleurs soumis. On ne leur apprend pas comment penser, on leur apprend quoi penser. On restreint leurs capacités, on standardise leurs capacités en fonction des capacités dont on pense avoir besoin. Mais c'est absolument absurde parce qu'il faut savoir que tous les prospectivistes sont globalement d'accord sur le fait que en 2030, 90% des métiers ne sont pas connus aujourd'hui. Oui, c'est bien ce que je vous dis. On pense que 90% des métiers qu'il y aura en 2030 sont totalement inconnus aujourd'hui, n'existent pas. Ils n'existent pas. Par exemple, prenons un exemple. S'il y a 10 ans, on vous avait dit qu'écrire des petits mots rigolos et faire marrer vos copains sur les prémices des réseaux sociaux, eh ben, ça pouvait valoir quelque chose. On vous disait, bon, attends, au lieu de mettre des photos de toi et raconter des petites légendes rigolotes, tu ferais mieux d'aller bosser à l'école. Ouais, mais aujourd'hui, ces gens qui ont cette capacité de mobiliser une tribu, de mobiliser des followers, on les paye extrêmement cher pour être des community managers. Ça n'existait pas il y a 20 ans. Ça n'existait pas il y a 10 ans. Et il y a 10 ans, celui qui avait des capacités de community manager, qui avait plein de copains, qui regardaient ses photos, ou il y a 15 ans, eh ben on lui disait qu'il ferait mieux d'aller bosser à l'école pour avoir un vrai métier, plutôt que passer son temps à raconter n'importe quoi sur un truc qui ne sert strictement à rien, qui n'a aucun avenir. Pourtant, aujourd'hui, ces community managers sont payés très cher, sont très recherchés. C'est comme les influenceurs, même si la notion d'influenceur décroît à grande vitesse, parce que le community manager, autant lui est dans le mouvement montant, parce qu'il va relier les gens, il va faire en sorte que le système soit un système horizontal et pas un système pyramidal, on va le voir dans quelques minutes ça. Alors que l'influenceur ou l'influenceuse, par définition, est simplement un parasite accroché au système en décrépitude. On a détourné, en leur agitant quelques billets, en leur agitant quelques avantages, en leur agitant quelque chose qui allait faire briller l'ego, on a détourné des gens qui avaient de bonnes intentions, qui étaient des bons community managers, pour les mettre au service de l'ancien système, en leur faisant vanter n'importe quelle crème, n'importe quelle connerie ou n'importe quel truc vidéo, enfin tout ce qu'on peut vendre, en leur faisant placer des produits. C'est un détournement complet de la notion de réseau et de community manager. Et ça va aller en décroissant. D'ailleurs, les influenceurs et les influenceuses de plus en plus se réveillent. Ils disent qu'ils en ont marre de vanter des trucs débiles qui servent à rien et se foutre de la gueule de leur communauté de followers. Il y a quand même une éthique qui est un petit peu naissante. Cet espace de prise de conscience que vous avez eu pendant le confinement, je vous souhaite qu'une chose, qui vous permette d'arrêter à jamais votre petite roue de hamster. Ou du moins, que si elle tourne, vous la fassiez tourner pour vous. Parce que quitte à produire de la richesse, autant qu'elle soit produite vraiment pour vous. Hein, vous avez le choix. Mais là, vous allez être dans le choix et non plus dans la soumission. Donc, qu'allez-vous avoir besoin de développer? Vous allez avoir besoin de développer tout un ensemble de capacités. Ces capacités que les élèves en formation connaissent bien, parce que je vous dis dans le bouquin Vos enfants sont hypermentalistes, que j'ai écrit en 2015, enfin en 2014 je crois. Non, il est paru en 2014, tout à fait, il est paru en 2014. On le travaille en formation de mentalisme et de coaching mental, quel que soit le niveau. On le travaille dans les formations de consultants, on le travaille en formation de formateurs. Ce sont les qualités de base pour être un excellent communicant, entre autres, mais aussi quelqu'un qui vit sa vie. Ça va être l'adaptabilité. Première chose, vous allez avoir besoin d'une adaptabilité future énorme. Les vraies qualités qui vont faire les différences vont être l'adaptabilité, la capacité de s'adapter, et on va voir comment professionnellement le faire. C'est la suite après de là. Adaptabilité. Ensuite, vous allez devoir travailler une véritable intelligence émotionnelle. On n'est plus dans l'intelligence mathématique, raisonnement froid. On est dans l'intelligence émotionnelle, la compréhension de l'autre, la compréhension de ce qui motive l'autre. Pourquoi? Parce que grâce à ça, on va être dans la compassion, on va être dans la compassion, donc on va être dans la bienveillance. Et qui dit bienveillance dit alliance. Et cette notion d'alliance, d'entraide, on l'a oubliée.
Pourtant, si on faisait un petit retour il y a quelques milliers d'années, lorsqu'on n'avait encore que des pagnes et qu'on était à peine debout, qu'on descendait à peine des arbres pour parcourir entre autres les plaines du Kenya et descendre du côté de la Norvège, puisqu'il y a eu deux grosses sources d'humanité qui se sont rencontrées, des hominines. Qu'est-ce qui les a sauvés finalement? Qu'est-ce qui a sauvé cette espèce de singe sans griffes, sans dents, sans plaques, sans capacité de courir vite, sans armes globalement, et vraiment extrêmement faible? Ce qui l'a sauvé, c'est sa capacité de comprendre qu'on pouvait avoir des besoins et que l'autre pouvait avoir des besoins différents, et qu'en alliant nos besoins et en donnant un peu à l'autre ce dont il a besoin, il me donnera aussi ce dont j'ai besoin. On a appris à comprendre ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, que l'autre a des motivations qui peuvent être différentes des nôtres et des connaissances différentes des nôtres. On a appris à s'unir, et en s'unissant, on a réussi à traquer des mammouths qui étaient 50 fois plus gros que nous. On a réussi à combattre des bestioles qui, d'un coup de patte, vous décapitaient 3 personnes. Voilà. Cette alliance, on la retrouve, cette coopération, on la retrouve maintenant dans cette période de crise. On n'a jamais été aussi éloigné physiquement et jamais été aussi proche des autres depuis des décennies. Ça, il va falloir le garder. Et cette intelligence émotionnelle, elle en revient à ce que je répète désespérément, parce que ceux qui le vivent ont beaucoup de mal à le vivre, c'est que l'empathie, la capacité de vivre à distance l'expérience psychophysiologique de l'autre est quelque chose de primordial. C'est une des plus grandes capacités qu'on peut avoir. L'empathie, je sais absorber comme une éponge, c'est quelque chose de très désagréable quand on le subit, de ne pas pouvoir être dans un groupe de gens sans absorber les émotions négatives ou positives, se faire traverser par des émotions qui ne nous appartiennent pas, avoir envie de pleurer d'un seul coup, envie de rire, sans qu'on sache pourquoi, ces émotions qui ne sont pas à nous, parce qu'on capte l'émotion, l'expérience psychophysiologique de l'autre à distance, même si c'est quelqu'un à la télé ou par téléphone. C'est extrêmement, c'est un enfer à subir. C'est un paradis à maîtriser. Quand vous avez la maîtrise de l'empathie, vous avez une des plus grandes forces que l'humain peut avoir pour aujourd'hui et pour le futur. Alors, entre parenthèses, je préviens quand même gentiment tous les empathes et les hypersensibles que la période de déconfinement va être extrêmement difficile pour eux. Parce que l'empathie et l'hypersensibilité étant des capacités innées et naturelles, plus vous vous éloignez de la source, plus vous développez quelque part votre empathie, contrairement à ce qu'on croit. En gros, un empathe, il croit qu'en s'isolant, il va avoir la capacité de se reposer, de moins absorber. C'est l'inverse. En s'isolant, il n'absorbe pas sur l'instant, mais il développe son empathie de plus en plus, parce qu'il est plus loin de la source. Un petit peu comme quelqu'un qui est face à un gros bruit, et pour moins l'entendre, il se éloigne. Mais il va développer son ouïe pour l'entendre de plus en plus loin. Donc quand il se rapprochera, ça sera encore plus fort. C'est, dans un premier temps, ce qui risque de se passer pour vous, les empathes, pour vous, les hypersensibles. Le déconfinement peut être extrêmement difficile, parce que vous revivez actuellement, vous revivez et vous avez la capacité de ressentir ce qui vous appartient comme émotion, parce que si vous avez la chance d'être confiné tout seul ou avec un adorable animal de compagnie, parce que les animaux sont tous adorables, les animaux de compagnie, ils veulent vraiment notre bonheur, ils sont vraiment dévoués pour nous et c'est important de le comprendre ça. Donc, vous vivez en vase fermé, vous n'avez plus à absorber l'expérience psychophysiologique de l'autre, ou très peu, par téléphone un petit peu. Profitez-en pour prendre des points de repère de qu'est-ce qui est vos émotions, qu'est-ce qui vous appartient. Ça vous permettra de plus facilement faire la différence. Ensuite, sachez que l'empathie est quelque chose qui se travaille. Travailler son hypersensibilité, travailler son empathie, ça se travaille. Je ne dis pas forcément venez dans les formations en mentalisme et en coaching mental, vous allez l'apprendre. Oui, vous allez l'apprendre, mais il y a d'autres moyens et je ne peux pas l'apprendre à tout le monde. Donc voilà, vous savez, on prend des petites formations de 5-10 personnes à la fois, nous, pas plus, pour faire du bon travail. Donc il y aura d'autres moyens, mais sachez qu'il va falloir que vous exploitiez votre empathie et pas essayer de vous en débarrasser. Voilà, donc on a dit adaptabilité, on a dit intelligence émotionnelle, on a dit faculté de coopération. Ça va être des choses extrêmement importantes. Travailler vers une hiérarchisation beaucoup plus horizontale que verticale. On va le voir dans le mode de fonctionnement du travail. Travailler dans votre capacité de communication, qui est dans la capacité d'interpréter les gestes, les micro-gestes, les émotions, les intonations de vos interlocuteurs. Ça va devenir de plus en plus important. Vous savez, ça l'était déjà.
Pourquoi ça l'était déjà? Parce que lorsqu'on fait socialement, en études de psychologie sociale, donc psychologie de l'influence, déjà dès Cialdini dans les années 60, lorsqu'on prend quelles sont les caractéristiques en termes de qualité de l'ensemble des gens qui affichent une très grande réussite dans leur domaine, que ce soit une réussite sociale, une réussite financière, une réussite artistique, on se rend compte qu'il y a la plupart du temps deux qualités principales qui sont toujours présentes chez ces gens, quel que soit le domaine. Et ces deux qualités sont, un, la capacité de ressentir l'expérience de l'autre, donc on est dans l'empathie et l'intelligence émotionnelle, et deux, la capacité d'interpréter consciemment ou inconsciemment les micro-gestes, les micro-signes, notre faculté de communication intuitive en quelque sorte, notre faculté d'absorber l'odeur de l'autre, de regarder, d'entendre l'intonation de sa voix, de regarder des micro-mouvements, des petits gestes, et même si ça demeure inconscient, de les interpréter, de faire remonter ça sous la forme d'intuition, de communication empirique. Ce sont là les deux principale qualité qu'on retrouve chez 99,9% de tous les gens qui ont affiché depuis 50 ou 100 ans une réussite extraordinaire. Ce sont des études sociales qui ont été déjà commencées dès les années 50, en l'occurrence dans les études de Cialdini, et qui ont été continuées. Cialdini ont beaucoup travaillé sur l'influence, la preuve sociale, etc., etc. Pour vous donner une petite idée, vous allez me dire, oui, oh, ben Cialdini, c'est vieux, les années 50, on a évolué. Détrompez-vous, amis publics, détrompez-vous. Les principes de Cialdini, de la persuasion, la preuve sociale, l'identification, etc., sont des principes qui marchent et qui continuent à marcher. Tous les grands marketeurs, tous les gens qui vous vendent n'importe quelle connerie par des tunnels sur Internet pour vous faire signer des adhésions à ceci ou cela, ils utilisent encore ces techniques, encore et encore, comme la Bible. Donc ces études-là fonctionnent encore. Et on n'a pas tant changé que ça. Je vous rappelle, je vous l'ai dit, je vous le redis dans mes livres, dans mes formations, le fait de développer, d'optimiser vos capacités mentales latentes, que ce soit résilience, adaptation, intelligence émotionnelle, intelligence positive, intelligence intuitive, etc., etc., etc. Aujourd'hui ne relève plus ni du ludique, ni du confort, ni du business. Ça relève vraiment d'une urgence de survie pour vous et pour vos proches. Vous avez besoin de développer au maximum ces capacités si vous voulez vous accrocher à la courbe ascendante et pas être collé comme une vieille moule à la courbe descendante. Une vieille moule sur un rocher, vous la voyez toute décatie comme ça, qui s'accroche et qui ne sait pas partir ailleurs. Vous avez besoin de ces qualités-là. Et ça va vous amener à organiser votre mode de fonctionnement professionnel différemment. Qu'est-ce que vous voulez être dans votre futur? Est-ce que vous voulez continuer à exister au présent et vivre dans votre futur ce qui sera quand j'aurai ma retraite, quand j'aurai le temps, quand on me laissera le temps? Vous ne l'aurez jamais. Croyez-moi sur parole. Ou demandez à d'autres. Ou alors vivre au passé de ce que vous étiez en supportant le présent, en vous disant peut-être que dans le futur, ce passé reviendra. Vous pouvez. Ça, c'est votre pilule bleue. Vous avez le droit, vous avez tous les droits. C'est vos choix. Moi, je ne vous juge pas, je ne fais pas d'évaluation. Je vous dis simplement, je vous mets face aux choses. Vous avez le droit. Et si c'est ce que vous préférez et que vous voulez faire en conscience, personne n'a la science en infusion, et donc peut-être que vous avez vos raisons. Mais l'idée est que quoi que vous fassiez, quels que soient vos choix, vous les fassiez en conscience, vous les fassiez de manière éclairée, en connaissant les tenants et les aboutissants. Mais vous êtes entièrement libre de choisir la pilule bleue ou la pilule rouge. Et certains me diront, je connais des personnes un peu âgées, dont ma mère, tiens, parlons-en, qui n'a pas envie de voir, qui n'a pas envie de savoir, parce qu'elle n'a pas envie de vivre les dernières années de sa vie dans le chaos absolu, même si, rappelez-vous que Ordo ab chaos, l'ordre naît du chaos, très important. Elle n'a pas envie de vivre ce chaos-là, et elle préfère rester le temps qui lui reste à vivre dans le confort d'un système qu'elle connaît, même si c'est un système où l'avion est en chute libre, plutôt que de prendre quelque chose d'autre.
c'est tout à fait légitime. Et je vous dis pourquoi je vous parle de ça, c'est parce que c'est quelqu'un qui m'est très très proche, puisque c'est ma mère. C'est difficile d'être plus proche que ma propre mère. Et je ne vais pas essayer de la convaincre, je ne vais pas essayer de lui amener des arguments, parce que de toute façon, elle sera beaucoup mieux, comme peut-être vos parents, comme d'autres personnes âgées, à se dire que l'évolution, pour le temps qu'ils pensent leur rester à vivre, mais ça c'est une vision qui leur est propre, hein, ils n'ont pas envie de s'embêter avec tout ça. Ils ont envie juste de profiter des derniers moments de ce système qu'ils connaissent. Il n'y a pas de jugement à avoir, ils ont raison. Mais en ce qui me concerne, j'ai fait mon choix. Et mon choix, depuis déjà pas mal d'années, c'est de prendre cette courbe ascendante. Et si vous savez, comme je trouve, enfin, on peut respirer parce que cette courbe qui était montante de ce nouveau mode de fonctionnement, elle était encore écrasée par la courbe descendante. Mais là, ça y est, elle a dépassé. Le vernis de l'ancienne couche se craque et on est en train de sortir. Et de plus en plus de gens vont aller dans ce sens. Jetez un coup d'œil si vous voulez, vous le trouverez sur Internet, même en PDF, je crois. Il circule même en PDF gratuit. Je veux dire, pour ce qu'on touche en tant qu'auteur, je m'en fous royalement. Il circule en PDF, je crois, dans mon bouquin Vos enfants sont hypermentalistes, mais vous ne le savez pas encore. Voilà. Édition du moment 2014, signé Pascal de Clermont. Voilà, un gros bouquin bleu, qui est un peu ardu. Je l'ai réécrit, et on va voir le faire publier sous peu. Je l'ai réécrit plus accessible et mis à jour. C'était ce que j'ai fait cet été, entre autres. C'est le projet de cet été. Mais il y a pas mal de données là-dessus. Donc, je disais, pas de jugement. Occupez-vous de vous aussi. N'essayez pas de juger les autres. Laissez chacun faire leur évolution. Mais si vous voulez faire évoluer votre business et votre activité pro, le mot business va être viré. Il va falloir penser différemment. Il va falloir avoir d'autres modes de travail. Et c'est là. Vous en aurez 5-6 globalement. La première des différences entre le monde ancien, qui est en pleine chute vertigineuse, hein, en piqué comme un avion voilà. Pourquoi il pique? Parce qu'il n'a plus de ressources, parce qu'il n'a plus de carburant. Ce carburant, c'est les ressources de la Terre, qu'il a exploité, sucé, jusqu'à qu'il n'y ait plus rien à exploiter, ou qu'exploiter ce qui reste coûte plus cher et coûte plus de ressources que les ressources qu'on allait en sortir. Parce que c'est ça, globalement. On aura toujours des ressources au fond de la Terre. On peut aller piocher dans le magma, le cœur de la Terre. On pourrait y arriver, mais le coût et l'énergie et les ressources nécessaires pour aller chercher ces ressources coûterait plus cher en termes de ressources que les ressources qui seraient ramenées, en quelque sorte. Voilà, c'est comme si vous achetiez un truc 100 € pour le revendre 50. À un moment, ça ne peut pas durer longtemps. Voilà. On n'est plus du tout, et on ne sera plus du tout dans les systèmes pyramidaux, avec un chef, un sous-chef, un sous-sous-chef, etc., etc., etc. On va changer complètement ce modèle-là, parce que ce modèle, il est inerte, il a une inertie énorme, c'est un modèle de mastodonte, et c'est un modèle qui n'est pas du tout évolutif. Du coup, on va de plus en plus se diriger vers des entreprises, des mini-entreprises, des petits clusters, des petits groupements de gens qui se regroupent entre eux par compétence, par affinité, et qui ont un statut, je dirais, pratiquement libéral, ce qui va amener aussi d'autres questionnements sur la retraite, mais ça on pourra le traiter dans un deuxième temps. Des clusters de gens qui vont travailler d'une manière très horizontale, avec souvent des gens médiateurs et fédérateurs, mais qui ne seront pas des hiérarchiques donnant la décision, mais qui seront plutôt des médiateurs, des révélateurs de talents, des gens qui auront le talent d'agglomérer des compétences multiples autour d'eux, tout en ne se sentant pas tout à fait au-dessus. Donc, travailler avec des équipes beaucoup plus en étoile, un médiateur avec des compétences qui sont reliées et qu'il arrive à manœuvrer au lieu d'une pyramide inerte, un vieux dinosaure décati et à moitié mort. Ça ne marche plus, ça. Du coup, ça va vous donner un travail très en réseau. J'aime pas utiliser le mot réseau parce qu'on va dire « Ah ouais, on travaille avec son réseau ». Non, je ne dis pas de travailler avec son réseau. Ça, c'est autre chose. C'est un point important, mais c'est autre chose. Donc, c'est un travail en réseau, c'est-à-dire, voilà, imaginez un rond avec plein de petites branches autour qui agglomèrent des compétences, qui les font se relier entre eux. Un mode de fonctionnement où les gens communiquent un maximum entre eux.
parce qu'on vient d'un mode hiérarchique où personne ne communique avec personne. Tout le monde doit communiquer avec la personne d'au-dessus, qui communique avec la personne d'au-dessus, qui communique avec la personne d'au-dessus. Combien de fois dans votre entreprise, si vous travaillez en tant qu'employé ou en administration, avez-vous vu vraiment la personne tout à fait au-dessus? Avez-vous eu la possibilité de défendre votre cas ou vos idées avec un N+3 ou N+4? Jamais. Mais ce système est mort. Il ne marche plus. On a besoin d'un système où les gens sont en rapport entre eux, où il y a une vraie motivation parce que les gens travaillent entre eux, communiquent, quelque chose qui est beaucoup plus organique que figé définitivement dans le marbre. C'est comme ça que vont évoluer les activités professionnelles et c'est comme ça qu'on essaye, nous, dans la formation, de travailler. C'est comme ça que j'essaye de travailler, c'est comme ça que j'enseigne les modes de travail quand je fais du prospectivisme en consultation pour des grosses entreprises ou des petites d'ailleurs. Hein, souvent on travaille mieux avec les petites parce que les grosses, elles tiennent leur pouvoir de cette hiérarchie. Donc la hiérarchie a du mal à vous payer pour détruire la hiérarchie elle-même. Ça se comprend. Et quand on leur explique que leur système est mort, ils n'ont pas envie de vous payer pour que vous expliquiez à ceux d'en bas qu'ils peuvent faire la révolution. Donc je travaille plus souvent du coup avec des entreprises de moyenne ou petite taille pour ce genre de prospectivisme parce que les grosses entreprises n'ont pas envie d'entendre. Voilà, enfin, surtout ceux qui sont à la tête, parce qu'ils savent qu'ils jouent leur position. Donc quelque chose de plus en plus organique, de plus malléable, donc de plus réactif. Ça, c'est un petit peu comme ça qu'il faut penser votre activité future, ou qu'il faut penser comment faire évoluer votre activité présente vers une activité future. La notion d'intermédiaire va complètement sauter. C'est-à-dire, on le voit déjà. On le voit, regardez comme déjà maintenant, avec Internet, avec tout ce numérique, on arrive à directement aller acheter pratiquement au fabricant. Tout ce qui est intermédiaire n'existe plus. Tous ces métiers-là vont avoir à se réinventer. Tous ces gens qui poussaient des cartons, qui poussaient des boîtes, qui ne faisaient que acheter un objet et pop, l'estampiller avec leur logo et vous le revendre 5 fois plus cher sans apporter aucune valeur, eh ben tout ça, ces gens, c'est fini. C'est complètement fini. Et c'est d'autant plus fini qu'on se retrouve avec un modèle où de plus en plus les gens vont se passer d'intermédiaires parce qu'ils auront la capacité de fabriquer beaucoup de choses eux-mêmes. Et là, par exemple, on a l'avènement des imprimantes 3D. Donc du coup, grâce à ces imprimantes 3D, on va avoir la possibilité de fabriquer plein de petits objets qu'on nous vendait super cher mais qui ne coûtaient rien. Plein de petites options pour notre appareil photo, plein de petites options pour notre ordinateur, plein de petites choses. Ça commence déjà, c'est très minoritaire. Moi je donne 5 ans pour que ça soit vraiment, que ça explose complètement. On va arriver de plus en plus à se passer d'intermédiaires. Acheter directement et il va falloir que tous ceux qui étaient intermédiaires et qui n'apportaient aucune valeur ajoutée, parce qu'il y a des intermédiaires qui apportent de la valeur ajoutée. Tous ceux qui n'étaient que des pouces-cartons, quelque part, hein, qui nous disaient entasser les cartons et les revendre. Tout ça, c'est fini. Poubelle. Allez, hop, il va falloir faire autre chose, les gars. Il va falloir trouver une autre activité. Deuxième gros pan, c'est qu'on va vers une période où la simplicité, presque zen, va être de plus en plus nécessaire. Pourquoi? Parce qu'on a de moins en moins de ressources au niveau de la Terre. On a de moins en moins de terres rares, on a de moins en moins de ressources aquatiques, on a de moins en moins de ressources et on ne sait surtout pas quoi faire des déchets qu'on n'arrive pas à recycler. Donc on va vraiment vers une période où la simplicité va être un mot clé et une notion clé. En quelque sorte, on va vers des périodes où on va consommer beaucoup mieux mais moins. C'est la fameuse règle des anthropologues et des prospectivistes qui appellent ça unanimement les 3 M. Mieux mais moins. Vous entendrez très souvent parler des prospectivistes disant c'est du 3M. Mieux mais moins. On va donc apprendre à manger mieux mais moins. Mais pourquoi est-ce qu'on est obligé de manger beaucoup pour certains? Parce que ces gens-là se gavent de calories vides. Typiquement, Chicken McDonald's, par exemple, ou ce genre de Quick et tout ce genre de nourriture très calorique, extrêmement calorique, mais qui en nutriments n'ont quasiment rien. Du pain blanc, des frites mortes, de la viande bouillie, des sauces synthétiques. Du coup, pour avoir les nutriments nécessaires, vous êtes obligé d'avoir une masse de consommation gigantesque, ce qui amène à l'obésité, ce qui amène au surpoids, alors que si vous consommez une nourriture beaucoup plus saine, beaucoup plus riche en nutriments, vous en mangeriez beaucoup moins, donc pas d'obésité
pas de surcoût, pas de problème cardiovasculaire et en ayant beaucoup plus de nutriments. Donc on va même professionnellement vers ça. On va vers un consommateur qui, s'il a été un peu échaudé, commencera à voir différemment l'hyperconsommation dans un petit peu tout pour aller plutôt vers le mieux mais moins. Et donc c'est important d'y penser quand on commence à voir quel service on va proposer, si on doit changer d'activité ou si on doit réorienter son activité professionnelle dans l'année qui arrive, parce que c'est une année qui va être extrêmement charnière, économiquement parlant, dans nos économies à nous, dans notre portefeuille. Donc il va être très important de se réinventer très efficacement et très rapidement. Et c'est pour ça que je vous donne des modes de fonctionnement qui, à mon avis, ce n'est que mon avis, que je partage d'ailleurs avec moi, vont être nécessaires. Du coup, par ce mieux mais moins, on en arrive à la notion de la valeur. Et la valeur va se trouver dans l'utilité et la valeur de l'objet et non plus dans son prix. Aujourd'hui, on est dans un mode d'hyperconsommation, d'hyperproduction où on essaye d'acheter le maximum de choses au prix le plus bas. Et donc, plus rien n'a de valeur, on veut de la quantité et pas de la valeur. On va vers un monde où on va valoriser la valeur de l'objet, la valeur de l'individu et non plus la quantité, parce qu'on ne pourra plus produire autant. Et donc, on ne pourra plus, il y aura moins d'offres, moins de demandes et inversement. Ça va dans les deux sens, ça va s'équilibrer. Du coup, on va plus vers une orientation de valorisation de la valeur que valorisation de la quantité. Parce que si vous regardez aujourd'hui, quand une entreprise vous parle d'elle-même, elle est contente quand elle a toujours plus d'employés. Dès qu'elle va bien, c'est pour embaucher encore plus de monde, pour être encore plus gros, pour avoir embauché plus de monde, pour avoir encore plus de dettes, pour fabriquer encore plus, pour vendre encore moins cher, parce qu'il faut fabriquer beaucoup plus pour vendre moins cher. Donc on emploie plus de monde, toujours du plus, avec de la qualité moins. C'est l'inverse. Ce qui fait que maintenant, vous allez devoir développer de l'excellence et de la compétence. C'est de plus en plus ce qui va être recherché. L'excellence et la compétence. Ce qui veut dire qu'on va plus trouver tous ces gens qui font n'importe quoi mais facilement. Et s'il y a bien un domaine dans lequel on a ce problème-là, c'est dans tout ce qui est accompagnement et coaching. Et s'il y a aussi la vitrine la plus incroyable, si vous voulez faire un petit bestiaire, vous ne pouvez pas sortir, vous ne pouvez pas visiter des zoos, mais je vous garantis qu'aller sur Instagram, vous allez avoir un zoo où se vendent des soi-disant coachs, des soi-disant accompagnateurs. Alors je peux parler de ce domaine-là parce que je le connais quand même un petit peu depuis 86, où je suis professionnel dans le domaine, donc je commence à avoir une petite idée de ce domaine-là. Mais alors là, depuis 5, 6, 8 ans, depuis 5 ans même, Instagram, il est rempli, envahi, squatté par tous ces pseudo-coachs et coachettes qui n'ont de critères de vente que le fait qu'elles posent pour elles en maillot de bain avec un paréo et une assiette qui se veut saine de légumes, et lui, en général, avec une casquette et une barbe, où on le voit en train de faire de la muscu, en train de lire un livre, si on a de la chance, ils le tiennent dans le bon sens, etc. Tout ce genre de paraître absurde de gens qui vendent du vide sans aucune compétence et sans aucune connaissance, pour la plupart, eh bien, poubelle, c'est fini, parce qu'il y aura plus en plus une recherche de qualité et non plus de quantité, de qualité et non plus de prix. Et pour ça, il va vous falloir travailler à trouver dans quoi est-ce que vous allez pouvoir développer votre excellence. Nous sommes tous excellents dans des choses différentes. Il y a des choses dans lesquelles on est nul, des choses dans lesquelles on est excellent. L'idée, c'est de ne pas se tromper. Voilà. Je n'aurais jamais pu faire une carrière de danseur, par exemple. Je vous passe les détails. J'ai eu beau essayer de faire de la danse, c'est vraiment pas mon truc. Par contre, le mentalisme réussit mieux. Donc, ne pas vouloir, parce qu'on croit qu'il y a de l'argent à faire ou parce que c'est facile, rentrer dans un domaine dans lequel on est mauvais. Et l'excellence, elle se définit par quoi? L'excellence, c'est très simple. C'est quand vous faites les doigts dans le nez super facilement, ce qui est extrêmement difficile pour les autres. Ça, c'est la définition en anthropologie de l'excellence. Quand on fait facilement ce que les autres trouvent très difficile. Quand vous faites un truc, clac, comme ça vous paraît évident, logique, alors que pour les autres, ils font « waouh, putain, c'est compliqué ». Vous avez l'excellence. Et l'excellence, elle est liée à quoi? Elle est liée aux dons que vous avez. Parce qu'on a tous des dons. Et les dons, ce n'est pas paranormal. Un don, c'est quoi? C'est une structuration cérébrale et mentale
qui est facilitante pour certaines activités ou certains types d'activités. C'est aussi simple que ça. C'est que pour des raisons mystérieuses, génétiques, contextuelles, environnementales, vous avez votre cerveau qui est câblé d'une manière telle que ça vous facilite certaines activités et ça vous handicape dans d'autres. Si vous arrivez à trouver ces activités dans lesquelles vous avez ces capacités naturelles, vous allez aimer. Et parce que vous allez aimer, vous allez y passer du temps et vous allez avoir beaucoup d'acquis. Or, don plus acquis amène excellence. Vous pouvez être très bon sans aucun don. Vous pouvez être très bon pratiquement sans aucun acquis. Parce que vous êtes très doué. Vous pouvez être pas du tout doué, mais bosser, bosser, bosser et devenir bon dans un domaine, même très bon. Mais par contre, toutes les personnes qui atteignent l'excellence, elles cumulent deux caractéristiques. Beaucoup de travail et un gros inné, qu'on appellera un don. Donc, cherchez qu'est-ce qui, chez vous, a été quelque chose que vous avez toujours fait depuis que vous êtes tout petit, avec facilité. Et là, vous allez trouver vos domaines dans lesquels vous êtes doué. Peut-être que ces domaines, aujourd'hui, ne sont pas capables de vous rapporter de l'argent. Mais rappelez-vous du community manager. Il y a 8 ans, sa facilité de communication, sa facilité à agréger des tribus et des gens, ça rapportait que chi. On se foutait même de sa gueule. On lui disait qu'il ferait mieux de faire des études plus sérieuses. Maintenant, il a de quoi vivre et même très bien vivre. Donc, partant du présupposé que 90% des futurs métiers des années vers 2030 sont quasiment inconnus aujourd'hui, il y a de fortes chances que parmi vos capacités, vos dons, vos facilités, il y a quelque chose qui aujourd'hui n'a que peu de valeur marchande, mais qui dans 2, 3, 5 ans sera extrêmement recherché. Donc, vous avez tout intérêt, chaque fois que des parents me demandent mais les parents que je consulte et me demandent de suggestions pour leurs enfants, pour leur orientation, je leur dis c'est pas difficile. Cherchez dans quoi il est excellent, quels sont ses dons. Ne vous demandez pas si ça sera demandé plus tard, on ne sait pas. On n'en sait rien, personne ne sait ce qui sera nécessaire plus tard. Voilà, donc développez vos capacités, trouvez vos dons et allez-y, vivez-les à fond. Parce que même si ça ne vous rapporte pas vraiment énormément, au moins vous vivrez votre vie pleinement. Et vous pourrez, au moment où vous quittez la matière, où vous revenez essence, on appelle ça vulgairement la mort, hein, pour les non-initiés, eh bien vous pourrez vous dire, en regardant ce changement d'adresse cosmique, vous pourrez vous dire, eh bien je ne regrette pas parce que j'ai bien vécu. Et ça, c'est extrêmement important. Extrêmement important. Pouvoir faire ce passage en disant qu'on a extrêmement bien vécu. Cherchez votre excellence. Développez votre excellence au travers de vos dons et vous serez toujours recherché pour vos capacités. Et rappelez-vous, on va de plus en plus vers l'authenticité, vers l'hyper-compétence. Ce n'est pas quand vous serez tout au fond avec le caillou de l'ancien système que vous aurez la possibilité de changer. Dites-vous que plus vous changez vite pour prendre le train en marche, le mouvement ascendant, plus vous avez des chances de vous en tirer bien financièrement, bien émotionnellement, bien au niveau de votre harmonie. Et ça, c'est quand même le plus grand des cadeaux que peut nous avoir fait ce confinement. Un autre axe qui va être important de travailler dans vos futures activités ou dans la manière dont vous les orientez, vous orientez cet après-confinement, parce que c'est après le confinement que ça va commencer tout ça, c'est la dématérialité. On est de plus en plus dans la dématérialité, et même si on va garder des choses extrêmement tangibles, la capacité de bricoler, la capacité de réparer, effectivement, la capacité de travailler la terre, tout ça, ça va être énormément valorisé, mais il y a aussi la dématérialisation. Pensez à vous orienter dans vos services, dans vos activités après confinement, si vous devez changer quelque chose, en vous demandant qu'est-ce que je peux dématérialiser et qu'est-ce que la dématérialisation peut m'apporter. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, dans quelques années, ça commence déjà à se faire, mais c'est plutôt chez les geeks, donc chez les passionnés d'informatique, eh bien, on peut fabriquer ces petits objets avec des imprimantes 3D. Par exemple, je m'intéresse à la microscopie, entre autres. Eh bien, avant, on achetait hyper cher des filtres, des choses comme ça. Maintenant, vous commandez pour 10 € des filtres qui valaient 500 € avant, parce que quelqu'un les a fait à sa manière, les a bricolés, les a changés, les a mis avec son imprimante. Ça lui coûte 2 €, il les vend 10. C'est gagnant pour tout le monde. De plus en plus, on vous vendra le plan pour fabriquer tel objet. De plus en plus, quand vous voudrez acheter une option pour un appareil, un petit truc en plastique, on ne vous vendra plus l'objet, vous ne commanderez plus l'objet, vous commanderez le plan et vous le mettrez dans votre imprimante 3D et elle vous fera l'appareil à un coût super réduit. Eh oui, il faut y penser. C'est la dématérialisation. De plus en plus de choses se dématérialisent. Regardez par exemple comme au départ, quand on parlait des cassettes et des CD,
c'était minoritaire. Et d'un seul coup, l'industrie du disque, eh ben, elle a vu qu'elle ne maîtrisait plus du tout le contenu. Elle ne maîtrisait plus les morceaux de musique. Tout s'est changé. Ils ont essayé de freiner avec des choses aussi absurdes qu'Adopi, mais c'est n'importe quoi. Le mouvement était en marche. Donc du coup, les artistes ont commencé à amener de la valeur ajoutée. Des CD collector avec des jolis livrets, avec un objet qu'on avait envie d'avoir, même plus pour la musique qu'on avait déjà gratuitement des fois, mais pour l'objet ou pour soutenir l'artiste. Et le fait de soutenir quelqu'un et d'acheter parce qu'on soutient, même si on a déjà la matière, c'est aussi un mode de fonctionnement du nouveau monde. On va le voir sous peu, ça. On va le voir dans les prochains qui arrivent. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'est-ce que vous pouvez dématérialiser et en quoi surtout la dématérialité peut apporter à votre activité ou l'orientation nouvelle de votre activité. De plus en plus, on va vers des activités qui sont holistiques, des activités qui remplissent l'individu, qui le remplissent de bien-être, qui le remplissent de joie de vivre. On va de plus en plus vers des activités éthiques. Des activités où vous gagnez, mais que l'autre gagne aussi, du win-win, et plus de l'exploitation où c'est un qui fait toute la thune et les autres qui triment comme du bétail. On n'est plus vers ça, on est vers un travail, un nouveau mode beaucoup plus compassionnel. Et quand je vous disais qu'on achète au chanteur son CD parce qu'il a un joli livret, parce qu'il y a des jolies photos, il y a tout un objet qu'on a plaisir à avoir alors qu'on a déjà eu la musique en téléchargement gratos, et bien c'est là aussi, c'est la reconnaissance de la valeur, la reconnaissance du travail. Et c'est pour ça que de plus en plus d'artistes se passent d'intermédiaires et passent en dehors des maisons de disques, en dehors des majors, pour vendre directement leur production ou lancent des musiques directement sur des plateformes de diffusion, lancent leurs CD sur des plateformes de diffusion, et tout le monde y gagne en termes de financier et en termes de diffusion. Ça, c'est un nouveau modèle, hein, un modèle beaucoup plus éthique. Il y a aussi, par exemple, des gens qui ont commencé avec l'idée d'offrir, ça se fait depuis 5-6 ans, je crois que le premier c'était il y a 7-8 ans, qui offrait son livre gratuitement en PDF, un gros bouquin, un roman entièrement en PDF. Il l'a offert au monde entier. Tous les gens qui voulaient le télécharger sur son site pouvaient le télécharger, alors qu'il avait un éditeur et l'éditeur était d'accord. Et bien vous croyez que ça a baissé les ventes? Pas du tout. Ça a fait un best-seller parce que les gens qui avaient lu ça en PDF avaient envie d'acheter le livre. Et le livre s'est beaucoup mieux vendu, probablement, que les autres livres d'ailleurs de cet auteur-là, je ne sais plus qui c'était, vous chercherez ça si vous voulez sur Internet. Et ce livre-là a fait un carton parce qu'il a eu cette idée géniale. On récompensait l'auteur, on achetait son livre, on avait créé un lien avec lui, le fait qu'il est donné gratuitement, démultiplié. Maintenant, il y en a de plus en plus qui le font. Ça a été copié, recopié, recopié, recopié. C'est presque du déjà vu. Mais cette idée de bienveillance, cette idée de projet, cette idée où votre activité professionnelle et votre profession, vous faites profiter le monde de vos capacités, de vos dons, mais simultanément, c'est porteur de sens pour vous et pour les autres. C'est aussi la voie à suivre dans la nouvelle manière dont vous allez orienter votre après. C'est extrêmement important de donner un sens, de trouver un sens qui est un sens pour vous et un sens pour les autres. Et ça, on est totalement dans cette nouveauté ascendante. J'allais vous dire, les formations par exemple, la formation de formateur en coaching mental et en développement personnel, et la formation de consultant, je l'ai fait un petit peu dans cette optique à l'époque. Je voulais donner les outils aux gens pour qu'ils puissent transmettre. Ma volonté quand j'ai fait les formations, je vous prends un exemple personnel puisque c'est celui que je connais à peu près le mieux, c'est pas que égotique, hein, c'est parce que j'avais envie avec cette formation de transmettre à des gens qui puissent transmettre à leur tour. Et c'est pour ça que la formation est restée extrêmement artisanale. À une époque où j'ai eu la chance ou la malchance de rentrer dans des systèmes où télévisuellement j'étais bien plus en promo sur M6 avec Normal Paranormal, avec Star Academy, etc. Eh bien j'aurais pu monter une grosse franchise avec des coachs à casquette et à barbe et à soutif bariolé et à assiette santé et à paréo et faire des formations partout dans un gros truc, etc. Non, j'ai voulu rester artisanal parce que je voulais transmettre. Et pour moi, c'était, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, je dis que c'est mon éthique. Et comme c'est une éthique, c'est personnel. Voilà. C'est les confidences aujourd'hui. Hein. L'éthique est toujours personnelle. La morale est de groupe, l'éthique est personnelle. Donc, je ne dis pas que c'est une moins bonne ou une meilleure éthique que l'éthique de quelqu'un d'autre qui fait un gros truc, qui fait une grosse machine, mais ce n'était pas la mienne. C'est pour ça que les formations, vous verrez rarement qu'on soit plus de 10, 12 à la fois, de manière à ce que je vous connaisse bien, qu'on travaille bien en fonction de vos capacités pour que chaque personne ait du sur-mesure.
Ça a été mon choix, mais quelque part, c'était un petit peu pour moi dans le ressenti de cette montée. Je pense que de plus en plus, c'est ce qui va être dans la nouvelle vague des activités montantes et des nouveaux modes de fonctionnement de l'activité professionnelle. Si vous arrivez pendant votre confinement à essayer de voir parmi les éléments que je vous ai donnés, que ça vous fasse un petit peu plus réfléchir sur comment adapter, orienter votre activité pour essayer de trouver le haut de la vague par rapport à ce tsunami qui est en train de nous arriver. C'est un tsunami économique, clairement, mais de l'ancienne économie, et à la place va émerger un nouveau mode économique. À vous de savoir si vous voulez être noyé sous la vague ou à surfer au-dessus. Aujourd'hui, vous avez les cartes en main. Et pour ça, je vous ai dit que les qualités et les modes de fonctionnement qu'il vont vous falloir, c'est ce que je vous ai dit, hein, je les lis en même temps, adaptabilité, on l'a vu, plus d'intuition, plus d'empathie, plus d'intelligence émotionnelle, plus de malléabilité de vos concepts. C'est quoi l'intelligence? La malléabilité, c'est la capacité de faire des liens de cause à effet entre des choses dont les liens échappent aux autres. Quand vous arrivez à relier des choses par des principes qui échappent aux autres, c'est que vous avez une forme d'intelligence malléable. Cette capacité d'étudier, de regarder une expérience dans un domaine et de la transposer à un domaine totalement différent. Vous allez regarder quelqu'un qui cultive, par exemple, dans un petit jardin privatif, et vous allez adapter certains de ses comportements à un mode de fonctionnement dans votre petit bureau, par exemple. Ben ça, c'est une intelligence de translation. Ça, vous en avoir besoin. C'est une forme de malléabilité. Tout ce que vous allez devoir développer, l'excellence et la maîtrise de la com, ça, on y est dedans. Alors, c'est évidemment des choses qu'on fait en formation. Très clairement, on travaille beaucoup là-dessus en formation. Mais je ne suis pas le seul qui travaille dessus. Il y a plein de formations, plein de formations de développement personnel, des vrais, de développement professionnel qui vont pouvoir vous aider là-dedans. Plus que jamais, l'investissement que vous allez faire sur vous, vous allez encore plus vous rendre compte à quel point il est le seul investissement qui vaille quelque chose. Parce que comme vous le voyez, financièrement et matériellement, tout peut quasiment en un mois s'écrouler. Hein? Beaucoup de choses se sont écroulées en un mois matériellement, mais l'investissement que vous avez en vous, ce que vous avez fait, le travail que vous avez fait sur vous, eh bien ça ne peut pas s'écrouler. Il va falloir apprendre à être compétent, hyper compétent, excellent dans un domaine, mais simultanément pluridisciplinaire et très agrégateur. La capacité de relier les compétences entre eux, parce que c'est un petit peu ça. C'est comme un substrat, comme au niveau du cerveau. Au niveau du cerveau, vous n'avez pas un neurone qui est relié à 3 neurones, qui sont reliés à 12 neurones, qui sont reliés à 24 neurones. Non. Tout est relié ensemble et c'est ça qui fait la force du cerveau. Des milliards et des milliards d'interconnexions. Au lieu d'avoir un système pyramidal, on va travailler comme un système neuronal où tout est interconnecté alors que nous-mêmes, nous baignons en tant qu'êtres vivants et conscients et sentients dans un bain informationnel. Je crois que je vous ai donné toutes les informations que j'avais à vous donner par rapport à ça. Je vais donc vous rappeler quand même 2-3 petites choses pour le principe. Pour ceux qui savent faire, faites vos bulles de protection, faites votre travail énergétique. Ça bave de plus en plus au niveau de plein de plans, ça devient de plus en plus incroyable. Beaucoup de gens qui n'avaient pas de perception ou de contact commencent à en avoir, les plans bavent entre eux. Faites vos bulles de protection, faites votre travail énergétique. Je vous rappelle que les animaux ne sont pas porteurs de Covid. Personne n'a pu être infecté par un animal de compagnie. Voilà, on a trouvé un ou deux chiens qui l'avaient sur le poil. Oui, ça peut arriver. Voilà. Mais arrêtez les conneries. On ne nettoie pas un chien à l'eau de Javel. On ne nettoie pas un chien au gel alcoolique. Hein. Ça, il faut être complètement lobotomisé pour faire ça. Et pourtant, ça se fait régulièrement. Bon, comme quoi la lobotomie n'a pas arrêté au 19e. Bon, donc, aidez vos animaux, ce sont des aides fabuleuses pour vous. Ils vous donnent leur amour, leur énergie. Pensez aux animaux sauvages, mettez dehors, sauvages, semi-sauvages, mettez dehors des croquettes pour chats, pour les hérissons, des petites miettes pour les oiseaux, de l'eau. Ils crèvent la dalle en ce moment, les pauvres. Ils ont vraiment faim parce qu'ils étaient habitués à trouver tous nos restes, ils ne les trouvent plus. Donc, on a changé aussi leur habitude. Je vais souhaiter un excellent anniversaire à Extinction Rebellion. Pourquoi un excellent anniversaire? Parce qu'ils fêtent aujourd'hui leur première action disruptive, puissante,
En Angleterre, sur le pont de Waterloo, vous avez installé toute une animation pour manifester pour le climat. Rappelez-vous que ces gens luttent pour votre futur. Donc je leur souhaite personnellement un excellent anniversaire de première action d'ampleur. Voilà. On me redemande qu'est-ce que je prends pour moi. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas paramédical, etc., etc. Je ne vous donne pas de conseils. Je vous dis simplement que ce que je prends moi pour me renforcer en ce moment. Vitamine C, retardante, zinc, colloïdal, argent, colloïdal, 20 ppm, N-acétylcystéine, un petit peu, ça s'appelle du NAC, glutamine et propolis pour la sphère ORL. Voilà. Lorsque vous sortez, pensez à mettre des masques. Je vous le dis depuis très longtemps, maintenant il commence à le susurrer au niveau du gouvernement. On a entendu celle dont je ne dirai pas le prénom, mais qui lui va si bien, la porte-parole. C'est rare qu'un prénom aille si bien à quelqu'un, il faut reconnaître que, bon, qui commence à dire, ah, les masques, c'est pas bête. Mettez vos masques, nettoyez-les, et surtout, après être sorti, pensez à vous rincer les yeux. Argent colloïdal marche très bien pour ça. Vous faites vos harmonisants, vous faites vos respirations énergétiques, vous faites vos respirations focalisantes, harmonisant, respiration énergétique, mouvement d'activation des centres reptiliens, etc., etc., etc. Pour ceux qui ne les connaissent pas, sur le groupe, vous avez eu un PDF cette semaine qui vous reprenait les principaux exercices. Ceux qui sont en formation, vous savez les faire, respiration KPL, etc., 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 pour vous renforcer énergétiquement et renforcer vos circulations et renforcer votre bulle, en quelque sorte, au niveau énergétique. Ne faites pas partie de ceux qui entretiennent l'épidémie. Restez au maximum chez vous, vous y êtes bien, ça vous permet de prendre le temps de réfléchir. Si vous avez la chance de pouvoir le faire, ne vous plaignez pas, dites-vous, vous avez de la chance d'y être. Ensuite, je rappelle qu'il y a une chaîne d'union énergétique tous les jours à 21 h. Vous allez sur le site de la formation, vous le trouverez, c'est gratuit. Vous pouvez soit vous relier pour donner de l'énergie à ceux qui en ont besoin, soit vous pouvez vous mettre au centre pour en recevoir quand vous en avez besoin. Ça a très bien marché par Victor Signot dans les années 1919-1920 lors de la grande épidémie de peste. C'était pas la peste, c'était la grippe espagnole, pardon. Et donc ça va marcher aussi là. Il y a beaucoup de gens qui y participent et qui me disent à quel point ils sentent du bien-être quand ils participent à cette chaîne. C'est tous les jours, 21 h, vous allez sur le site de la formation Facebook et vous trouverez, vous connectez, vous écoutez la vidéo, vous vous branchez et on se relie tous. Aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas besoin de recevoir de l'énergie, mais demain, vous ferez peut-être partie de ceux qui ont besoin de se mettre au centre pour se renforcer. C'est à vous de savoir dans quel bateau vous voulez être. C'est à vous de savoir si vous voulez faire partie de la génération montante au niveau de l'activité, quel que soit votre âge. C'est à vous de savoir si vous voulez vous élever vers quelque chose de plus éthique, de plus juste, de plus épanouissant, vers le système, le mode de fonctionnement sociétal qui est pas naissant, mais qui est en train d'émerger, parce qu'il est né dans les années 70, et là il émerge au-dessus de la courbe descendante de l'ancien modèle, ou si vous voulez rester entraîné dans les abysses qui seront de plus en plus sombres, de plus en plus froides, et dans lesquelles il n'y a rien à gagner, parce que ce mode de fonctionnement est perdu. Je vous remercie de m'avoir écouté si longuement. Je vous rappelle que le prochain live sera consacré, je pense, à moins que des événements m'amènent à vouloir changer mon organisation, à Beltane, fête celtique du 1er mai, de la fertilité, de la joie. C'est concomitant au printemps. Et ça sera, je pense, mercredi prochain. Prenez bien soin de vous parce que ce n'est pas les autres qui prendront soin de vous. Portez-vous bien parce que ce ne sont pas les autres qui vous porteront. Restez chez vous, mettez un masque, protégez vos yeux, prenez du bon temps, confinez-vous, pensez, prenez des décisions et préparez cet après et faites partie avec moi, avec nous et tous ceux qui sont dans ce mouvement de la révolution montante. À ciao, merci et à très bientôt.